Bonjour à toutes et à tous, c'est Thomas et vous avez rejoint l'antenne de 11e art. C'est la rentrée, ça y est, tampon, les championnats ont repris, le PSG est enfin une équipe de football. Luton Town aurait mieux fait de laisser Coventry monter à sa place, c'est pas Val qui me dira le contraire. Et je ne dirai rien sur les transferts saoudiens. Bref, le monde tourne et nous avec. Après une année qui aura permis à 11e art d'étoffer ses rangs, une Coupe du Monde qui nous aura appris à produire parfois dans l'urgence mais toujours dans la bonne humeur, toujours plus d'histoires croustillantes sur cette folie qu'est le ballon-pied. On a développé des formats courts et le COMEX, pour mieux revenir comme aujourd'hui, puisque nous sommes ici pour relancer sous le capot. Avec moi aujourd'hui, notre CEO qui a partagé son été entre organisation de festivals à vélo, questionnement existentiel sur les hauteurs de la Côte d'Azur, celui qui décide ou qui arbitre, si on utilise le vocabulaire propre à sa classe patron. Son seul défaut est d'être supporter de l'Olympique lyonnais. Comment vas-tu, Val? Ouais, c'est un petit peu compliqué en ce moment-là, la reprise de l'OL, mais écoute, ça va très bien, reposer après toutes ces petites vacances qui furent elles aussi intenses, mais ça fait très plaisir de reprendre les émissions, et notamment avec notre invité du jour. Tout à fait, puisqu'aujourd'hui, on a la chance d'être accompagné, et pas par n'importe qui, Sébastien Louis, historien et sociologue, spécialiste des ultras et leur monde complexe, auteur notamment d'Ultra, les autres protagonistes du football, mais également d'un essai, c'est celui qui nous intéresse aujourd'hui, intitulé Le phénomène ultra en Italie, histoire du mouvement des groupes de supporters ultra de 1968 à 2005. Bonjour Sébastien, et merci encore Bonjour. d'être avec nous aujourd'hui. Bonjour à vous, merci de m'avoir invité. Sébastien, pour qu'on semble. Juste une petite question sur cet essai. D'où est venue l'idée de travailler sur le football italien et sur sa complexité et son mouvement ultra qui, comme je viens de le dire, est assez complexe. Mais l'idée, c'était tout simplement de choisir un sujet de maîtrise à l'époque, donc je parle au début des années 2000, à l'université, et je voulais travailler d'une manière historique sur les supporters ultra en Italie. Pourquoi en Italie? Tout simplement parce que le mouvement du supporterisme ultra est né en Italie entre 1967 et 1971, et uniquement des sociologues, des anthropologues travaillaient à l'époque sur le supporterisme. Et je trouvais qu'il y avait un intérêt à s'inscrire en tant qu'historien dans la dimension complexe de la société italienne de l'époque pour mieux comprendre l'apparition de ces groupes de supporters. Ok, d'ailleurs, on le comprend bien quand on lit le premier chapitre de ton bouquin. Val, est-ce que tu peux peut-être nous introduire ce que tu as évidemment lu et nous dire également ce que tu en as retenu dans les grandes lignes? Ouais, ouais, bah pour bien comprendre l'importance du mouvement ultra et de ses enjeux, je vous propose une petite contextualisation historique justement issue de votre livre, Sébastien, Le phénomène ultra en Italie. Donc vous identifiez à travers cet ouvrage trois périodes essentielles à la compréhension du mouvement ultra. Une première partie entre 1968 et 1982 qui décrypte la naissance du mouvement, puisqu'en effet, à la fin des années 70, les premiers groupes de supporters vont se créer dans les grandes villes du pays. À Milan, d'abord avec la Festa dei Leoni, qui est caractérisée comme étant le premier groupe de supporters italiens. Puis dans les grands centres urbains du nord de l'Italie, à Gênes, Florence, Turin, Vérone, Rome et quelques années plus tard au sud, à Naples. Ces groupes vont se former et se structurer en s'inspirant en partie de ce qui se passe en Angleterre à cette époque. Des noms anglophones comme les Fighters de Turin ou les Boys de l'Inter vont même être attribués. Mais malgré cette inspiration, le phénomène reste sociologiquement différent. À l'inverse de la classe ouvrière anglaise d'où va naître notamment le hooliganisme, le mouvement ultra va se construire autour de sa jeunesse. Les membres sont en effet des jeunes ayant entre 15 et 25 ans, souvent étudiants avec des orientations politiques principalement issues de l'extrême gauche et qui voient le stade comme une opportunité d'expression de leurs idéaux politiques. C'est d'ailleurs pas un hasard si vous identifiez l'année 1968. Alors, vous avez dit 1967 il y a quelques minutes, mais dans votre livre, c'est 1968. Comme le point de départ du mouvement ultra, puisque cette année est marquée par l'expression de mouvements contestataires de la jeunesse dans toute l'Europe. En Italie, ces protestations débutent d'ailleurs en réaction à un projet de loi instaurant des conditions plus restrictives d'accès à l'université. Celles-ci vont d'ailleurs prendre une tournure beaucoup plus violente dans le courant des années 70 avec une série d'attentats et de violences de rue que les historiens appelleront a posteriori les années de plomb. Une violence qui va aussi finir par toucher les stades de football à la fin des années 70. La deuxième partie que vous identifiez, Sébastien, sont les années 80, où le mouvement ultra va devenir un phénomène de masse. En 1982, l'Italie remporte la Coupe du Monde qui va contribuer à populariser massivement ce sport. Les groupes ultra vont se créer dans toutes les villes, et plus seulement dans les grands centres urbains, et même aussi dans d'autres sports. Les premières alliances entre groupes vont se créer, le symbolisme va s'accentuer, les drapeaux, tifos et chants vont se démocratiser, permettant à chaque groupe d'affirmer son identité. Le mouvement va se structurer en même temps que le gouvernement prend l'ampleur du phénomène. Des sections spéciales vont être accordées à ces groupes dans les stades et le nombre de policiers à proximité et dans les stades vont augmenter.
Mais malgré quelques mesures répressives mises en place au début des années 80, la violence va persister et évoluer. Les déplacements de supporters vont entraîner de nouveaux affrontements, cette fois-ci à l'extérieur du stade, et on constate une utilisation grandissante des armes blanches. Tous ces éléments vont conduire à ce que vous caractérisez en troisième partie de votre livre comme la crise du mouvement ultra. Entre 1990 et 2005, malgré l'accueil de la Coupe du Monde 90 et la rénovation de ces stades qui permet de renforcer la sécurité en créant des parquages dédiés aux supporters et de renforcer la présence de policiers dans les stades, eh bien, le mouvement ultra italien va connaître sa plus grande période de violence. La violence n'oppose désormais plus les supporters à d'autres supporters, mais aussi à la police. Des groupuscules issus des anciens groupes de supporters vont naître, avec pour certains un attrait tout particulier à la violence, souvent inspiré d'une idéologie néofasciste. Le vandalisme va s'accentuer, les trains qui transportent les groupes sont pris pour cible avec des incendies volontaires, des bombes agricoles sont lancées sur les parkages adverses et on s'étonne même de constater un nombre de morts aussi faible. La montée de l'immigration en Italie va entraîner une présence de plus en plus importante de l'extrême droite politique dans les tribunes et on assiste à une banalisation de la xénophobie et du racisme à travers les chants et banderoles. De nouvelles mesures répressives et inefficaces vont être prises, mais elles n'empêchent pas les violences qui continuent de s'accentuer et même créer des fractures entre les nouvelles générations d'ultra, avides de tout type de violence, et les vétérans. Ce n'est qu'à partir des années 2000 que les choses vont un peu évoluer, à travers des nouveaux moyens de communication comme les fanzines ou les autobiographies. Certains groupes vont même se solidariser pour lutter contre les mesures répressives gouvernementales et affirmer leurs droits. Sébastien, votre livre et ce livre-là en particulier a été publié en 2006. Vous avez écrit d'autres ouvrages et articles évidemment depuis à ce sujet. Si vous deviez continuer la chronologie de ce mouvement entre 2005 et 2023 aujourd'hui, quelle serait donc cette quatrième phase du mouvement ultra-italien? Alors en fait, c'est intéressant parce que c'est mon premier livre dont vous parlez et dans le deuxième justement, qui a été publié en 2017, j'ai fait un autre découpage chronologique et c'est pour ça, parce qu'il a été écrit bien évidemment en 2017, donc 11 ans plus tard. Il y a eu d'autres recherches depuis, il y a eu mon doctorat et c'est ce point de départ de 1968 que j'avais inscrit dans mon premier livre, désormais il est plutôt entre 1967 et 1971. Tout simplement, j'explique souvent lors des conférences, lorsque je suis invité, qu'il n'y a personne qui s'est levé un jour et qui a créé le premier groupe ultra. C'est un phénomène justement qui a pris plusieurs années. On passe de groupes de supporters actifs avec des jeunes membres à des groupes ultra. Et ça va véritablement prendre 4 ans. Ça, c'est important de le dire. Et pour répondre à votre question, le découpage qu'on pourrait dire, quelle est la dernière partie, c'est tout simplement une partie où on a un mouvement ultra qui tente de survivre malgré une répression très forte. Il faut savoir qu'à l'heure actuelle, l'Italie est l'un des pays les plus répressifs en Europe. Ce n'est pas le plus répressif. Le Portugal, l'Espagne, malheureusement, sont également les autorités sont très répressives envers tout ce qui est ultra. Mais en Italie, à l'heure actuelle, je ne sais pas si vous avez vu les images de l'accueil du joueur belge à l'AS Roma. Rappelez-moi son nom et son prénom, s'il vous plaît. Lukaku. Lukaku, exactement. J'ai une mauvaise mémoire ce soir. Et donc, il y a eu un spectacle pyrotechnique. Je ne sais pas si vous avez pu le voir, avec des fumigènes rouges et jaunes. Enfin, c'est assez impressionnant. Et Ouais, tout à fait, moi je l'ai vu. voilà, c'est un spectacle Et typique des ultras, hein. alors, à ce qu'ils avaient fait l'année d'avant pour l'arrivée de Paolo Dybala, les Ultras de la Roma. Voilà. Sauf que là, c'est organisé par la Roma. Et imaginez qu'au même moment, dans la Curva Sud, donc le fief des ultras de la Roma, quelqu'un ait la bonne idée d'allumer la même chose, hein, quelques fumigènes pour rajouter un peu plus de fumée. Il aurait écopé au minimum d'une interdiction de stade de 2 ans, et s'il était récidiviste, d'une interdiction de stade de 7 ans, juste pour avoir allumé un fumigène rouge ou jaune durant la présentation avec les fumigènes. Et donc voilà, aujourd'hui en Italie, on est dans une impasse, véritablement. De plus, en Italie, comme en France et dans d'autres pays, il y a un effet post-Covid, c'est-à-dire qu'on a une multiplication d'incidents en tout genre. Là, il suffit juste de rappeler ce qui s'est passé à Nantes vendredi soir, lors de Nantes-Marseille, où une famille de supporters marseillais a été agressée en tribune, pas par des ultras, par des supporters de Nantes. Et donc, on a aussi ce genre de choses qui se passent en Italie. Voilà, on est dans Du, une période de très forte répression et en même temps, il y a une envie de retourner au stade, comme en France, qui est impressionnante. Il suffit de voir les chiffres, le public on a atteint des records aussi bien en France qu'en Italie. et du coup, effectivement, mais vous l'avez dit à ma place, j'allais du coup conclure en disant qu'on avait compris qu'on rentrait dans une quatrième phase qui était une phase répressive. Est-ce que le contexte politique qui est aujourd'hui le sien en Italie
notamment avec l'arrivée de Giorgia Meloni et du coup les politiques sécuritaires qui peuvent en découler de l'élection de cette femme. Est-ce que ça renforce ce côté sécuritaire? Est-ce que du coup, parce que vous avez parlé aussi du Portugal qui était touché par une action envers les ultras, est-ce qu'elle est propre à l'Italie et elle peut se mettre en lien avec le contexte politique? Ou bien est-ce elle est comme toute l'Europe, dans une guerre, entre guillemets, contre les ultras de manière générale? Alors Parce effectivement, qu'on a aussi en France, hein, avec les interdictions de se déplacer des préfectures, ce genre de choses. tout à fait. Alors non, en Italie, c'est la répression, elle commence, c'est simple, on peut le dater, le 10 septembre 1989. Pourquoi le 10 décembre, excusez-moi, le 10 décembre 1989, cette répression, ce jour-là, au Parlement italien, on vote la loi numéro 401. Cette loi, elle va introduire dans la législation italienne l'interdiction de stade. À l'époque, c'est pour une journée jusqu'à un an. Pourquoi le 10 décembre 1989? Ce n'est pas compliqué. En juin 1989, il y a eu deux incidents très graves. Le premier, c'est juste avant Milan, à AS Roma. On a des jeunes supporters de la Roma qui sont déjà arrivés dès le matin aux abords de San Siro et un groupe d'ultra milanais va les attaquer. L'un d'entre eux s'effondre, il a à peine été touché, il fait un arrêt cardiaque et il va mourir. Il s'agit de Ivan De Falchi. Ce jeune supporter de la Roma qui a 18 ans à peine, ça va véritablement marquer l'opinion publique. 2 semaines plus tard, on a un déplacement des ultras de Bologne et des supporters. Il y a Fiorentina Bologne et il y a un train spécial qui part de Bologne pour aller voir le match. Et arrivé à la stazione Firenze Campo di Marte, un cocktail Molotov est jeté par 3 ultras de la Fiorentina contre un des wagons. Il va brûler l'un des compartiments et un jeune garçon âgé de 13 ans, Ivan Dell'Olio, est brûlé au 3e degré. Ces deux drames vont véritablement marquer l'opinion publique italienne. De plus, l'Italie organise la Coupe du Monde en juin 1990 et donc il faut faire une loi pour tenter de lutter contre la violence dans les stades. Donc voilà, ça c'est le début de la répression. Depuis lors, il faut savoir qu'il y a eu 10 textes de loi. C'est toujours par rapport à la loi numéro 401, mais qui aggrave cette loi. Aujourd'hui, en Italie, on peut être interdit de stade au maximum pour 10 ans en cas de récidive. Voilà. On a une politique répressive qui ne fonctionne pas. Il faut savoir qu'en Europe, l'Italie, c'est le pays qui compte le plus de morts dans les stades. On est à peu près à une trentaine de morts depuis 1920 jusqu'à nos jours. Pour rappel, le dernier mort, c'était lors d'un match de 6e division, un déplacement. Des supporters de Melfi sont attaqués par des ultras de Rio Nero. Et il y en a un qui prend sa voiture et qui va foncer dans le tas et qui va tuer un ultra de Rio Nero. Voilà. Ça, c'est le contexte italien. Et c'est intéressant que vous ayez rappelé la répression en France, parce qu'en fait, en France, on suit tout simplement la même chose, c'est-à-dire qu'on interdit, etc. En Italie, il n'y a jamais eu de politique de prévention. En France, il y en a une. Par contre, en France, c'est un pas de prévention pour 2 pas de répression. Un pas en avant, 2 pas en arrière. Et donc, bien évidemment, c'est une politique qui ne mène à rien. Je vais juste faire le lien de nouveau, pardonnez-moi, avec les incidents de Nantois, qui sont quand même graves. Un père de famille a fait 2 infarctus suite à une agression de sa famille en tribune par des supporters nantais, pas par des ultras. Le directeur de sûreté de la sécurité de Nantes était dans la tribune des ultras nantais parce que tout simplement il est en guerre ouverte contre la Brigade Loire. Au lieu d'être au PC sécurité du stade et de vérifier justement d'être à sa place et envoyer des gens. À force d'être omnibulé par les ultras, on oublie que dans un stade, il y a également d'autres supporters qui peuvent également être violents. À force de focaliser sur la pyrotechnie, à force de focaliser sur les interdictions de déplacement, je vais juste rappeler un certain Ajaccio-Bordeaux il y a 2 semaines avec des échelles mobilier de jardin qui sont jetées contre les 65 ultramarines de Bordeaux qui étaient juste là pour montrer qu'ils déjà ils avaient le droit d'être là. Ils n'avaient pas le droit d'être dans le secteur qui était fermé, ils avaient le droit d'être là, qui manifestaient juste le soutien à leur équipe et qui sont agressés d'une manière très violente. Voilà. À l'heure actuelle, en France comme en Italie, on est dans un échec, vraiment un échec. J'ai été récemment en Allemagne, je suis allé voir un match de 2e division entre Fortuna Düsseldorf et Karlsruhe SC. Il y avait 27 000 spectateurs en 2e division, c'est Ouais, ce classique que en j'allais dire. En Allemagne. plus, c'est Düsseldorf, c'est une place forte du football allemand, donc c'est pas n'importe qui. Exactement. Et là, quand je vois la sécurité dans le stade, en Allemagne ou autour du stade, où il y a des supporters des deux camps, c'est souvent le cas en Allemagne qui sont mêlés, eh bien, je peux vous dire, la sécurité, elle n'a rien à voir avec ce qu'on voit en France. Mais vraiment strictement rien à voir. En France, on peut encore rentrer facilement dans des stades sans billets. Les contrôles sont ridicules.
on a des stewards qui sont mal formés. Alors attention, c'est le cas un petit peu partout. À part l'exemple danois dont je parlais dans mon blog sur Le Monde, j'avais interviewé un chef d'équipe stadier au Danemark, où ils sont bien payés, bien formés. Dans nombre de pays, c'est pas le cas. Dans les pays nordiques, c'est le contraire. Je vais souvent en Suède en ce moment et je vois des différences abyssales. J'étais au mois de mai au match IFK Göteborg contre Marby et j'avais la permission de suivre le cortège des ultras et des hooligans d'Amarby. Les SLO, qui sont deux, étaient tout le temps présents. À un moment, il y a une attaque, ils sont tout le temps là. Je veux dire, c'est quelque chose d'extraordinaire parce qu'ils savent ce qu'il faut faire. La police est dans son rôle, elle intervient au beau moment, et finalement, il n'y a pas de panique le lendemain dans les journaux, il n'y a pas les grands titres, des incidents, etc., etc. Non, voilà, la police fait son rôle, elle intervient, et alors bien évidemment, il y en a qui vont dire oui, il y a aussi de la répression, il y en a, il y en a en Suède, mais ce que je vois là-bas, c'est que des gens connaissent bien leur métier. En plus, c'est intéressant parce que la Suède, c'est un des pays les plus riches en Europe. On pourrait croire, oui, mais il n'y a pas de problème. Qui connaît un tant soit peu la Suède, elle a des problèmes de hooliganisme récurrents depuis plus de 30 ans. Alors, justement, pour revenir un petit peu sur le sujet italien, vous avez parlé du fait que ce soit un pays qui agit beaucoup dans la répression. Est-ce qu'aujourd'hui, il y a quand même des instances qui existent pour justement faire entendre la voix des supporters? On sait qu'en France, il y a à la fois l'ANS, l'Association nationale des supporters, et à la fois aussi l'INS, l'instance nationale du supporterisme. Donc, c'est des instances qui existent, qui ont, alors, certes, le poids qu'elles ont, qui n'est pas aujourd'hui énorme dans les décisions, notamment de la Ligue sur les questions de répression. Mais au moins, il y a ces porte-paroles-là. Est-ce que c'est quelque chose qui existe aussi en Italie ou c'est quelque chose sur lequel ils sont complètement à la traîne? Ils sont complètement à la traîne, malheureusement. Alors l'Italie était en avance parce que j'en parle dans le livre, hein. Il y avait le fameux Movimento Ultras, le mouvement ultra, donc cette union des groupes ultra italiens qui avait été créée pour lutter dès le début du XXIe siècle contre les dérives du football business et de la répression. Cependant, pour des raisons, on va dire, internes et idéologiques pas dans le sens politique, mais dans le sens des différences d'interprétation du mouvement ultra, ce Movimento Ultras a plus ou moins explosé en vol, même s'il continue d'exister, mais il y a très peu, c'est un petit groupe de travail. Et donc cette union des ultras italiens qui avait permis de rassembler à plusieurs reprises 5 à 7 000 ultras à Bologne, à Milan, à Rome, lors de grandes manifestations avec des campagnes publiques, avec 2 rencontres, une au Parlement, une au Sénat, des choses assez positives. Finalement, malheureusement, ça n'a débouché sur rien. Et donc, l'Italie privilégie toujours la répression. Je vais juste vous donner un petit exemple qui est arrivé ce week-end. Si vous êtes passionné de football italien, vous savez que Parma-Reggiana est un des beaux derbys du Bel Paese. Et donc, c'est un derby très attendu. Le dernier avait eu lieu il y a 6 ans, et auparavant, c'était 20 ans avant. Les deux villes sont divisées par une très forte rivalité typique de l'Italie à cause du campanile, hein, bien évidemment, c'est une rivalité de clocher. Et donc, à l'origine, le club de Parme avait décidé d'ouvrir les 2 secteurs, c'est-à-dire de donner 4000 billets pour les tifosi et ultras de Parme, de la Reggiana qui allaient se déplacer. Puis la questura, la préfecture de police, a décidé de réduire ce nombre à 1200. Et donc finalement, ça a été toute la semaine un bras de fer, parce que les supporters ont dit si on n'a que 1200 billets, on y va tout de même. Et finalement, il y a eu à peu près 2000 supporters, j'ai entre 1600 et 2000, je n'ai pas encore les chiffres, hein, vu que c'était vendredi, mais en tout cas entre 1600 et 2000 qui sont rentrés. Alors je ne peux pas vous dire le chiffre précis, parce que tout simplement, la police a fait rentrer le nombre de supporters sans billets. Mais c'est complètement ridicule, parce que tout ça, ça aurait pu être évité. Il n'y a malheureusement aucun dialogue en Italie. Je vais juste terminer en parlant de l'Italie sur ce qui a été, je pense, l'échec. Il y en a 2, en fait. Il y en a tellement, c'est difficile. Allez, je vais en prendre 2 cette année 2023. Le premier, c'est bien évidemment les incidents sur l'autoroute A1, l'autoroute A1 entre Ultra de la Roma et de Napoli, qui voyagent à la même heure, sur le même trajet, pour aller voir leur équipe dans 2 villes différentes. Ouais, c'est ça, c'est qu'ils vont pas au même endroit en plus, c'est ça qui est incroyable. Mais pendant 2 heures, ils vont être sur le même trajet et c'est certain qu'ils vont se rencontrer. Effectivement, l'autoroute est bloquée, on a des incidents, etc., etc. Et en plus, ces incidents ont lieu sur l'aire de repos où Gabriele Sandri, le tifoso de la Lazio, a été tué par un policier. Donc c'était en plus très symbolique. La deuxième chose, c'est bien évidemment le scandale de Napoli-Eintracht Francfort, où les Allemands ont été interdits au dernier moment, puis finalement autorisés parce que le tribunal administratif a déjugé. Le club allemand avait engagé des avocats italiens spécialistes de la législation ultra qui a réussi à déjuger et à retourner cette interdiction, à autoriser les supporters allemands. Et finalement, on a eu des incidents très graves dans la ville. Voilà.
Ça, c'est l'Italie à l'heure actuelle. On navigue à l'œil. Heureusement, la France, qu'a-t-elle décidé de faire? Eh bien, la même chose. On navigue à l'œil. Et qu'est-ce qu'on a? Ben, on a ce fiasco de la finale de la Ligue des Champions entre Liverpool et Real Madrid, où, pour la première fois, une finale de la Ligue des Champions est décalée, des agressions, de supporters qui vont se suicider par la suite à cause du traumatisme, de supporters de Liverpool. Bref, on marche vraiment sur la tête. On a parlé du coup de l'aspect un peu sécuritaire. Je voudrais qu'on parle un petit peu de la composition des tribunes, puisque du coup, depuis la publication de votre livre en 2006, et d'ailleurs le bouquin se termine un petit peu là-dessus, l'Italie a connu une certaine instabilité à la fois économique et politique. Notamment les partis traditionnels de gauche et de droite ont plus ou moins implosé pour laisser la place au mouvement populiste de la Ligue du Nord et du mouvement 5 étoiles. Et donc, comme le disait Thomas, aujourd'hui, c'est l'extrême droite qui est au pouvoir avec le parti de Giorgia Meloni. Vous notiez justement à la fin du livre qu'il y avait une montée de l'extrémisme politique de droite dans les tribunes, dans les années 90 notamment. Est-ce que avec la montée du populisme et justement de l'extrême droite politique, c'est quelque chose qui s'est renforcé ou pas spécialement? Alors, je me permets de répondre, j'ai oublié de répondre à une question précédente. Est-ce que sous Allez-y, bien Giorgia sûr. Meloni, il y a eu plus de répression? Non. En fait, de 89 à aujourd'hui, les gouvernements de centre-gauche et de centre-droit s'en sont toujours pris aux ultras. Ça, c'est vraiment extrêmement intéressant. Ils s'en sont toujours pris aux ultras parce que, politiquement parlant, c'est un sujet très facile. Et en plus, ça fait consensus. Parce que les médias italiens, contrairement aux médias français, qui font un très bon travail, il faut le souligner, c'est-à-dire que je dirais depuis, allez, 5 ans, 6 ans, on a véritablement une expertise dans les médias français, que ce soit les journalistes. On voit, c'est intéressant, l'équipe qui ne s'intéressait jamais aux ultras a changé complètement, même est trop selon moi, dans le ragot quasiment ultra. Mais bon, au moins, vaut mieux ça qu'un traitement médiatique défavorable. Et donc, même Le Monde, je rappellerai que Le Monde a fait un portrait de Rachid Zeroual, le leader des South Winners. Enfin, on marche un petit peu sur la Ouais, tête. bien sûr. L'autre fois, sur RMC, on a entendu le leader du CUP aussi qui s'est exprimé sur la création d'une nouvelle tribune à Boulogne. Enfin, il y a effectivement, on a de plus en plus de relais dans les médias des mouvements ultra. Voilà, et en Italie, ça n'existe pas. Et donc, c'est pour ça que tous les gouvernements, de gauche comme de droite, s'en prennent aux ultras. Et donc, pour terminer sur cette question, non, avec Giorgia Meloni, il n'y a rien qui a changé. Par contre, elle a fait une nouvelle loi sur les raves et il y a des éléments qui peuvent être utilisés contre les ultras. Donc ça, c'est assez intéressant. Sinon, par rapport à l'extrémisme politique, ben, c'est le contraire qui se passe. Je vais m'expliquer. Les tribunes ont compris que la politique était un poison qui les divisait. Et donc, il y a un slogan des ultras de la Sampdoria qui est très célèbre, des ultras Tito, ultra no politica. La plupart des ultras sont apolitiques, ils passent véritablement au-dessus de cela. Alors, bien évidemment, les colorations politiques restent, mais on serait surpris par des tribunes qui auparavant pouvaient être classées comme tendant vers l'extrême droite, comme quoi on retrouve tous les éléments. Je ne veux pas donner de nom parce que voilà, j'ai pas envie de citer. Allez, je peux en citer une, je pourrais dire Como, par exemple, qui a été longtemps, il y avait un fort noyau d'extrême droite. Maintenant, si on va à Como, la politique est vraiment pas présente. Il y a toujours un petit groupe avec un aigle, tendance mussolinienne, mais à côté, on a le Joint au Bamboulé. Donc, ils sont côte à côte. Voilà. La plupart des ultras ont compris qu'il fallait aller au-delà de la politique et donc, on a vraiment plus beaucoup de cas d'infiltration politique. Ceux qui le manifestent de manière très bruyante et véhémente, on va parler des ultras de la Lazio, de l'Inter, ça a toujours été des bastions d'extrême droite et c'est une manière. Il faut voir aussi un côté un petit peu punk. Plus les médias diront vous êtes des méchants fascistes, plus certains vont l'agiter. Donc en plus, c'est un fond marketing. Vraiment, les ultras de la Lazio ou de Vérone vendent vraiment leur image par rapport à ça. Il y a une boutique d'ailleurs, si vous allez à Vérone, je vous conseille d'aller la visiter. Si vous avez des gens que vous n'aimez pas, vous trouverez des souvenirs magnifiques. Elle s'appelle Black Brain, le cerveau noir. Le vendeur est très sympathique, il fait 2 mètres, il a un pins d'Adolf Hitler, c'est pas une blague. Et donc, il vend du matériel connoté d'extrême droite, des ultras de Vérone. Et donc, c'est son fonds de commerce. C'est intéressant parce que voilà, il y a plusieurs boutiques qui font ça, Vérone, et ça marche. Souvent, les groupes étrangers qui tendent vers l'extrême droite adorent Vérone par rapport à ça, ou la Lazio aussi par rapport à cela. Donc voilà, certains en ont fait un fonds de commerce, mais à l'heure actuelle, ce qu'on peut dire, bien que Giorgia Meloni soit au pouvoir, il faut savoir aussi que la plupart des Italiens ne votent pas. C'est comme en France. La plupart des gens disent ah ben non, mais les gens attendent plutôt à l'extrême droite. Non, la plupart des gens ne votent plus. Les gens sont dégoûtés de la politique et l'Italie plus qu'ailleurs. Je rappellerai juste une chose. L'Italie a toujours été au XXe siècle et au XXIe siècle un laboratoire politique de l'Europe.
le fascisme est né en Italie. Hein. Adolf Hitler était un fan de Mussolini, lui écrivait même des lettres pour lui demander une photo dédicacée. Le Duce ne lui répondait même pas. Et juste, tout le monde était scandalisé par l'élection de Donald Trump. Berlusconi l'a précédé et était bien meilleur que lui. Et justement, vous parlez justement de cet apolitisme, enfin des jeunes qui ne vont pas voter, etc. Ça pourrait se retransmettre justement dans les tribunes. C'est ça qui est paradoxal. Mais la plupart du temps, il ne faut pas le croire. Hein. Les gens qui affichent des symboles politiques, il y a un côté très punk là-dedans. C'est-à-dire qu'on a tellement diabolisé l'extrême droite. Alors attention, quand je parle tellement diaboliser l'extrême droite, c'est assez paradoxal. C'est dans les deux sens. C'est-à-dire que pour certains, c'est aussi un fonds de commerce médiatique. À force de dire il y a des méchants fascistes, il y a des méchants fascistes, certains vivent de cela. Et je le sais, je vais vous donner un exemple. Un journaliste pourtant qui fait un travail qui pourrait être intéressant, qui est Paolo Berizzi de la Repubblica, qui a écrit un livre que j'ai d'ailleurs dans ma bibliothèque derrière moi sur le danger du retour du fascisme et qui existe véritablement. Malheureusement, certains de ces éléments sont complètement faux. Il avait évoqué avant la Coupe du Monde en Allemagne d'une réunion 3 mois avant des leaders des ultras néo-nazis de toute l'Europe et il avait dit que le leader des ultras de l'Olympique de Marseille était présent. Qui connaît un tant soit peu les tribunes de l'Olympique de Marseille aurait du mal à croire ce genre de choses. Et donc, je l'ai rencontré, je lui dis, écoutez, vous êtes trompé. Il me fait, non, non, pas du tout, j'étais présent à cette réunion et ça pose problème. Voilà. Donc, il faut arrêter de faire ce fonds de commerce. C'est un petit peu comme en France, hein, certains médias sont les premiers à parler à tort et à travers de l'extrême droite et puis aussi à leur donner la parole. Au bout du compte, ça ne sert strictement à rien. Je suis scientifique, hein, sans vouloir, sans aucune prétention, et donc, quand je travaille sur les ultras, voilà, je déteste bien évidemment personnellement l'extrême droite, mais je m'en fiche complètement des sujets que j'ai. Quand je vais à Vérone et que j'interviewe ces gens-là, je ne suis pas là à me dire, oh, des méchants fascistes. J'essaie justement de comprendre pourquoi Vérone est une place forte de l'extrême droite. Et finalement, historiquement, ça s'explique très bien. Il y a plein de choses qui expliquent pourquoi Vérone est une place forte de l'extrême droite et pourquoi Livorno, à l'inverse, est une plateforme de l'extrême gauche. Il y a des choses très simples. Il suffit juste de travailler un petit peu et d'être sérieux. Et après, ça ne sert à rien de diaboliser ces gens-là. Et comme je dis, la plupart des ultras ne sont pas intéressés par la politique. Il y a vraiment un côté je m'en foutiste et on provoque. D'ailleurs, regardez, le nombre de tribunes affichent souvent des symboles contradictoires. Perugia, symbole d'extrême gauche à côté de symbole d'extrême droite. Alors, c'est des groupes différents, bien évidemment. Euh, on a bien compris, et effectivement, c'est intéressant du coup que vous puissiez apporter ça. En fait, nous, ce qu'on voulait comprendre, c'est le cliché qui entoure les tribunes italiennes, et où souvent on a l'impression que c'est, comme vous dites, un peu facilement et médiatiquement un repère de méchants fascistes. Et du coup, on comprend bien la comparaison, effectivement, l'exemple avec le leader de l'Olympique de Marseille est intéressant, puisqu'on connaît bien, nous, de notre côté, ces tribunes-là. Effectivement, on aurait du mal à y croire. Il y a aussi un autre cliché qu'on a vu apparaître, et notamment dans la presse, pas dans la presse, mais sur les réseaux sociaux qui bâclent un peu l'information, comme on le sait évidemment. Hein. Donc tout ça, c'est à prendre avec ce prisme-là, où on avait vu des supporters du Milan AC parler de manière très véhémente à des joueurs, et il en était revenu qu'il y aurait des liens entre ces supporters-là et la mafia. Alors j'imagine que c'est bien plus complexe, mais du coup, c'est des clichés qu'on entend beaucoup sur les tribunes italiennes. Est-ce qu'il y a des liens qui sont prouvés et effectifs entre ces deux mondes-là, notamment à Naples, on en a aussi entendu beaucoup parler, ou bien est-ce qu'on est toujours d'appropriation d'un monde pour un côté plus contre-culturel et peut-être se donner une image plus qu'un vrai fond de vérité là-dessus? Alors, je me permets déjà parce qu'on est en France et on regarde l'Italie. Et donc, ça, c'est important. Que ce soit Exactement, ouais. sur les tribunes ou sur n'importe quoi, le cliché Italie égale mafia a toujours fonctionné en France. Ça, c'est un classique, malheureusement. Et donc, bien évidemment, dans les tribunes, c'est encore mieux parce que voilà, on a les méchants garçons, violents, néofascistes et en plus affiliés à la mafia. Alors, il existe des liens entre certains personnages de milieux criminels et les tribunes. On l'a retrouvé notamment à Milan. On a cette fameuse image de Matteo Salvini qui va saluer le leader de la Courva Sud et qui a effectivement été condamné pour du trafic de drogue. On a également l'assassinat de Fabrizio Di Diabolic, le leader des Irriducibili de la Lazio, qui a été exécuté dans ce qui ressemble à un règlement de compte mafieux. On a également à la Juve. Bref, on a effectivement des problèmes. Alors attention,
je vais enfoncer une porte ouverte, hein, je l'ai toujours dit, ça fait plus de 15 ans, mais le stade est bien évidemment un miroir de nos sociétés. Et donc, un miroir déformant, c'est-à-dire qu'il ne reflète pas parfaitement la composition de nos sociétés, mais sachant que certaines villes, parce que ce n'est pas uniquement Naples hein, qui est touché par la criminalité organisée à l'heure actuelle, il y a 4 mafias en Italie, hein, je le rappellerai, la 'Ndrangheta en Calabre, la Cosa Nostra en Sicile, la Sacra Corona Unita dans les Pouilles et la Camorra à Naples. Et à l'heure actuelle, la plus puissante de ces mafias est infiltrée à Milan. Elle vient de Calabre, c'est la 'Ndrangheta. Et effectivement, on a des passages. On se rappelle, il y a eu ce mauvais reportage de l'équipe, je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de le lire, de l'équipe magazine, avec une interview complètement grotesque de l'auteur de Gomorra, dont le nom m'échappe. Il n'y connaît strictement rien au monde des tribunes, et dont d'ailleurs il parle. Enfin, c'est lunaire cette interview. Par contre, il est clair qu'il y a des personnages, et notamment ce capo de l'Inter qui a été tué et qui était membre du crime organisé. Alors, pourquoi on a ces passerelles? Et là, c'est complexe, il faut prendre le temps de réfléchir. Il y a 2 choses. Déjà, il faut savoir qu'il y a quand même dans le monde ultra une mise en valeur de la violence. Et on le sait dans la société également, on a un succès très fort hein, depuis la sortie de Gomorra. C'est quand même un phénomène de société. Et donc, bien évidemment, pour certains de ces jeunes qui sont fascinés par la violence, ils ont également aussi une forte impression de ces personnages. On a voilà, on a ce rap très bling bling, on a ce trap en Italie, on a notamment ce chanteur de trap qui était présent dans la Courva Sud de Milan, et donc qui a été depuis inculpé, emprisonné, etc. Et ils aiment bien s'afficher, montrer ce côté dur à cuire. Nous, dans les tribunes, on est des costauds, on n'a pas peur, on conteste la loi et on conteste l'ordre. Donc en plus, c'est davantage des affiliations, des sortes d'intérêts mutuels et de représentations médiatiques que de véritables intérêts économiques. Voilà. C'est complexe, c'est-à-dire qu'ils ne vivent pas du monde des tribunes. Par contre, autour, il y a des marchés, il y a des espèces de marchés conclus sous la table entre certains clubs, certains dirigeants de clubs et certains ultras. Ça a été le cas à la Juve, bien sûr ça a été dénoncé par la suite, mais l'idée, et ça existe également en France, hein, je ne veux pas citer de nom, mais on a également les mêmes cas en France, c'est-à-dire qu'en échange de la paix sociale dans les stades, on offre certaines prestations, on fait rentrer des centaines de personnes gratuitement au stade, on offre des billets gratuits, on laisse des espaces gérés, notamment des stands de sandwich, de restauration autour du stade ou les parkings. Et là, c'est quand même des revenus qui sont plus intéressants. Voilà. Attention, ce n'est pas tout le groupe ultra, mais ces personnages profitent de leur position pour négocier avec les clubs. Voilà, donc on n'a pas non plus des groupes qui sont des repères de mafieux, hein, non, ça n'existe pas. Cependant, il y a effectivement des cas avérés à Naples avec Jenny La Carogna, des cas avérés du côté de l'Inter, des cas avérés du côté de la Courva Sud avec des personnages qui ont des rôles plus ou moins importants dans la hiérarchie du crime organisé et qui ont un rôle important dans leurs virages respectifs. Il y a notamment eu la mort de Vittoro Boiocchi, je ne sais pas si je le prononce bien, qui était l'un des capots de la Courva Nord de l'Inter, qui est mort dans une fusillade et qui avait un passé criminel assez important. Et justement, c'était aussi une des raisons pour lesquelles on posait cette question-là, parce qu'il y a encore aujourd'hui des événements qui sont liés justement au trafic criminel et notamment à la mafia. Alors, il y a 2 choses, je me permets tout de même, c'est important, c'est qu'aujourd'hui, tout simplement, le monde des tribunes est beaucoup plus scruté qu'auparavant. C'est des choses, déjà dans les années 80, alors c'était au début du mouvement ultra, hein, parce que dans les années 80, c'est vraiment quand il se structure, mais on le sait, il y a eu des renvois d'ascenseurs. L'un des leaders de la Courva Nord de l'Inter, que je ne vais pas citer, avait été engagé par une banque, alors qu'il n'avait pas les qualifications, qui était le sponsor maillot de l'Inter de Milan. Voilà, et je le dis dans mon livre. Donc on a toujours eu cet achat de paix sociale. Mais comme je répète, on a ces cas à l'heure actuelle dans des stades en France, hein. On a dans d'autres pays, que ce soit en Pologne, que ce soit, on a comme ça des mélanges d'intérêts divers et variés. Je ne vais pas citer le pays, et là on a affaire à du hooliganisme, mais c'est quand même assez éclairant. La sécurité de grands concerts, et quand je parle de grands concerts, je parle de tournées internationales comme Guns N' Roses, est assurée dans une des capitales européennes par les hooligans de 3 équipes qui se détestent pourtant. Et donc, ils gèrent ce marché de la sécurité. Voilà.
D'accord, très intéressant. On avait une question qui était un petit peu plus aussi à la fois démographique, à la fois économique. On sait qu'il y a de grosses disparités entre le nord et le sud de l'Italie. Est-ce que ces disparités à la fois économiques, à la fois sociales, viennent renforcer un petit peu les différentes rivalités qu'il peut y avoir entre les clubs? Et est-ce que ça contribue aussi à une certaine identification de ces groupes ultras? Alors là, c'est intéressant parce qu'en Italie, qui est un pays très divisé, on le sait, entre le nord et le sud, au niveau ultra, le mouvement a commencé dans le nord, hein, comme j'explique dans mes recherches, donc dans le triangle industriel entre Milan, Turin et Gênes. Et par la suite, il est arrivé dans le sud avec au moins 5 à 6 années de retard. À Naples, bien évidemment, puis à Bari, c'est toujours les grands centres, les métropoles du sud de l'Italie, et il s'est répandu dans le reste de la péninsule. Par contre, très rapidement, on va avoir des amitiés transversales entre deux groupes de nord et du sud qui résistent très fort. Je vous donne un exemple parce que c'est deux villes complètement différentes. Les ultras de Padoue et ceux de Palerme sont amis depuis plus de 40 ans. Voilà, et c'est vraiment extrêmement intéressant. Un autre cas, ceux de Vérone et ceux de Lecce ont longtemps été amis. Le jumelage est à l'heure actuelle terminé, mais ils avaient fait une écharpe en commun qui était intéressante. Il avait écrit la désinformation n'a pas de la désinformation n'a pas de limite, mais notre amitié les connaît. Et c'était juste pour dire que voilà, malgré le fait que Lecce est à l'extrémité de la péninsule, les ultraverts ont longtemps été considérés comme anti-Terroni, ils avaient cette forte amitié. Donc en fait, non, c'est des clichés. En plus, comme vous le savez, dans la plupart des groupes du Nord, on retrouve des gens qui ont des origines du Sud. La plupart des leaders de l'Inter sont des origines du Sud, la même chose à Milan. Même à Vérone, un des leaders de la Curva Sud de Vérone est originaire de Taranto. Thomas, tu voulais enchaîner? Oui, on avait également, tout à l'heure, vous aviez mentionné le fait que dans d'autres pays, ça se passait mieux, notamment dans certains pays du nord de l'Europe, pardon. On voit aussi, avec les exemples que vous avez donnés, que l'année passée, l'Italie, elle s'est démarquée une fois de plus, enfin les autorités italiennes, pardon, elles se sont démarquées pour leur constat d'échec sur le sujet. Qu'est-ce qu'aujourd'hui, qu'est-ce qui pourrait faire aujourd'hui que le mouvement ultra que nous, essaie de comprendre et d'une certaine façon de défendre en tant que mouvement culturel ici chez 11e art puisse exister sans que on soit confronté à une opposition telle avec les autorités. Comment est-ce que les autorités italiennes pourraient appréhender le problème de façon plus constructive? Mais tout simplement en ayant un véritable dialogue, c'est-à-dire en misant sur la prévention, ce qu'ils n'ont jamais fait. Voilà, c'est très simple. En mettant les acteurs autour d'une table, en se mettant d'accord, en expliquant les droits et les devoirs. Alors attention, on le sait, ça reste un mouvement de jeunesse, c'est une sous-culture, ce n'est pas une contre-culture d'un point de vue sociologique, c'est une sous-culture. Mais donc il y a des éléments, voilà, des normes comme la question de la violence, la question de l'omerta, qui sont quasiment des tabous chez les ultras. Mais je suis persuadé qu'en ayant un dialogue, il est possible justement de réduire au maximum les tensions. J'ai toujours dit, le football et la violence, c'est un vieux couple. Dès les débuts du football, et j'en parle dans mes recherches, le premier championnat en Italie, c'est en 1896, ça dure une journée, c'est 3 matchs, 2 demi-finales et une finale, et il y a 400 spectateurs à peine. Mais le premier acte de violence, c'est dès 1904, soit 8 ans plus tard, alors que le football n'est pas populaire, on joue à peine une dizaine de matchs par an, mais il y a déjà des violences. Et donc, les ultras ont un rôle. Ce n'est pas uniquement celui d'animer les stades, mais ils peuvent, de par leur présence, en ayant justement quelque chose de très clair, avoir certaines responsabilités. Ça ne veut pas dire des passe-droits, hein, des responsabilités. Et ce serait intéressant justement que ce dialogue ait lieu devant tout le monde et pas uniquement des espèces de marchés de dupes. On vous donne 400 places, en échange, vous ne créez pas d'incident pendant un an, parce que dans bon nombre de clubs, c'est comme ça que ça fonctionne. Donc il faudrait arrêter ce chantage complètement idiot et responsabiliser les groupes ultras. La plupart d'entre eux sont capables de faire ce pas. Alors bien évidemment, on va dire oui, mais ça ne va plus être une sous-culture, ça va devenir une culture de masse, etc., etc. Mais à l'heure actuelle, le mouvement ultra a été quand même assimilé. Il suffit de voir les images qui sont reprises pour les campagnes publicitaires, téléphonie, des opérateurs qui retransmettent les matchs, etc., etc. Le mouvement ultra, à l'heure actuelle, s'est transformé hein, depuis ses débuts. Il a toujours évolué, c'est normal, comme la société, les normes, elles changent, elles se transforment, le mouvement ultra aussi. Donc il peut continuer, selon moi, il peut bien évidemment continuer, mais il faudrait justement reconnaître son rôle. C'est quand même un rôle important parce que c'est un des rares, vous y allez dans les stades et vous le savez, c'est un des rares endroits
les stades de football, et j'adore cela, pour moi c'est un des intérêts sociologiques les plus importants, où les différentes classes sociales se mélangent. Voilà. Au stade, on retrouve tout le monde, alors que la société est de plus en plus cloisonnée. Les classes moyennes supérieures restent entre elles, les classes moyennes inférieures aussi, les classes populaires, etc., etc. Et au stade, c'est le contraire. On a un véritable brassage social et ces groupes ultras le prouvent. Et je trouve que c'est intéressant, surtout dans une société de plus en plus individualiste. On le sait, on l'a vu, on le voit chaque jour. Les groupes ultras sont un modèle collectiviste extrêmement intéressant où on met en avant le collectif au détriment de l'individu pour le bien du club. Je voulais enfiler un petit peu le rôle d'avocat du diable là-dessus, parce que je voulais savoir concrètement comment est-ce que vous imagineriez qu'on puisse entamer un dialogue avec des groupes qui, aujourd'hui, légitiment la violence pour se faire entendre auprès des instances. Est-ce que c'est une bonne idée justement de légitimer, je me fais évidemment l'avocat du diable, hein, je suis un petit peu dans la provocation pour cette question-là, mais comment est-ce qu'on peut donner du pouvoir à des groupes qui légitiment la violence et qui pourraient, une fois avoir obtenu ce qu'ils souhaitent obtenir aujourd'hui, continuer dans cette violence pour obtenir encore plus de ce qu'ils voudraient avoir, par exemple? Valentin, c'est une très bonne question. Il ne faut pas se cacher derrière des excuses en disant non, mais certains individus sont violents. Non, effectivement, les groupes ultras contestent, on va dire, la violence légitime exercée par l'État. Ça, c'est vrai, c'est un fait. On est d'accord. Par contre, l'idée, c'est tout simplement de réduire les occasions qu'il y ait des confrontations violentes. Selon moi, là, c'est vraiment fondamental de travailler là-dessus. Et ensuite, on le sait, il ne faut pas croire, hein, les groupes qui font partie de l'ANS, les groupes ultras, sont pas tous contre la violence. Et donc, il est intéressant de voir la manière dont le dialogue fonctionne. En France, on a quand même l'instance nationale du supporter, ce que vous avez évoqué auparavant. On a l'ANS qui est, selon moi, un interlocuteur très intéressant. Et donc, en multipliant les occasions de dialogue et en ayant, bien évidemment, en échange quelque chose, parce que malheureusement, en France, comme j'ai dit, c'est un pas en avant, deux pas en arrière, mais en montrant que chacun peut être un partenaire crédible, on peut obtenir des résultats, selon moi. Et donc, ça va réduire les épisodes de violence. Ça ne va pas les éliminer totalement. À Nantes, je vais le rappeler, ce match nantois ou encore à Ajaccio, ce sont des supporters classiques qui ont agressé la famille de supporters marseillais. À Ajaccio, la plupart du temps, c'est des supporters lambda avec quelques ultras. Mais voilà, il ne faut pas croire, la violence n'est pas l'apanage uniquement des ultras ou des hooligans. On a des supporters classiques qui peuvent être violents. Et donc, en responsabilisant ces groupes, en mettant les choses noir sur blanc. Alors, il faut bien évidemment comprendre que ça reste une culture juvénile, et je le dis souvent, les ultras, ils parlent beaucoup de violence, mais au bout du compte, à la fin de la journée, à peine 1% de leur acte est lié à la violence, et encore pas tous sont violents. Voilà, il y a énormément de mise en scène parce que voilà, on a un culte de la virilité exacerbé. Il y a énormément de choses qui s'expliquent. Hein, c'est pas compliqué, il suffit d'être un tout petit peu psychologue. Mais donc, si on laisse justement ces espaces où les gens, vous avez déjà vu sûrement ces images en Italie, il y en a énormément, derrière un plexiglas qui sont en train de s'insulter, on va te tuer, on va te couper, etc. Voilà, qui les laisse s'exprimer. J'ai tendance à dire que cette violence, vaut mieux qu'elle soit encadrée au stade. Attention, je ne dis pas qu'il faut autoriser des bagarres entre 200 personnes, loin de là. Mais vaut mieux qu'il y ait un lieu pour exprimer ces tensions, et que ce soit le stade, qui soit sous contrôle et bien géré, plutôt que ça s'exprime dans la société. Le stade, selon moi, a une fonction sociale extrêmement importante. Et justement, cette violence, parce que la plupart du temps, on parle de violence symbolique, donc d'insultes, de banderoles insultantes, etc., etc., mais tant mieux. Vaut mieux que cette violence symbolique, elle s'exprime quelque part. Je pense, selon moi, que c'est toujours positif. Et au bout du compte, ces gens qui sont insultés pour le derby Parma-Reggiana et qui n'ont pas pu s'affronter, ils sont rentrés chez eux, ils ont bien dormi, et leur semaine, je pense que pour tout le monde, elle va être plus calme. Voilà. Il y a quand même une sorte de fonction importante où on peut exprimer cette violence. Je terminerai sur quelque chose qui est important. La plupart du temps, je suis en tribune présidentielle, parce que je vais en tribune de presse pour refaire des photos et suivre le match. Et souvent, je suis étonné des comportements agressifs, violents des gens qui sont autour de moi alors qu'on est dans la tribune la plus chère. Donc voilà, il n'y a pas besoin d'être dans les tribunes populaires pour voir des comportements transgressifs, des gens qui dépassent les normes, qui insultent l'arbitre, qui jettent leur verre de bière. Je l'ai encore vu récemment dans ce match à Düsseldorf et j'étais en tribune présidentielle.
Et moi, je confirme ce que vous dites, parce que je suis moi-même abonné dans un stade et les groupes ultras jouent même aussi un rôle de sécurité dans les stades et arrêtent aussi n'importe quel début de violence qu'il peut y avoir aussi dans certaines tribunes. Donc, je reviens. Enfin, je suis complètement d'accord avec ce que vous dites, mais je voulais juste. Je suis désolé, je repose encore une fois la question, mais concrètement, est-ce que vous auriez des mesures qu'on puisse mettre en place? Alors, je parle pas forcément en Italie, je parle de manière générale, mais qu'on pourrait mettre en place justement pour améliorer ces relations entre les instances et les supporters. Je sais que vous travaillez beaucoup avec eux, vous êtes quand même très spécialisé sur le sujet. Vous avez forcément des mesures concrètes qu'on pourrait mettre en place là-dessus? Vous avez raison d'insister, souvent je pars sur d'autres précisions. Alors, je pense par exemple, des choses concrètes, c'est la question du déplacement. Selon moi, c'est important. L'instance nationale du supporterisme a fait des ateliers pour former les policiers qui accueillent les supporters. Donc d'avoir des policiers qui soient habitués, pas à ce carnaval, cette mascarade avec la cire, cette section d'intervention rapide qui est tout sauf rapide, hein. Je l'ai moi-même constaté lors de Russie-Angleterre, j'étais présent toute la journée à Marseille et je peux vous dire dans les tribunes, quand les hooligans russes ont attaqué les supporters anglais dans le stade, la cire s'est défilée, hein. Elle a strictement rien fait. On en avait Et donc, discuté un peu avec Kylian Valentin, qui est justement représentant de l'Association nationale des supporters. Pardon, je vous laisse continuer. non, non, je vous en prie. Et donc voilà, ce qu'il faudrait, c'est des policiers, comme cet atelier qui avait été fait avec notamment en collaboration de la Fondation Nivelle, qui permettait justement aux policiers de comprendre les attentes des ultras. Par exemple, arriver, avoir un endroit pour accrocher les tambours, mettre la banderole, pas de tension par rapport à ça. Trois, par exemple, pendant longtemps, offraient un sandwich aux supporters visiteurs qui venaient. Il y a plein de moyens d'apaiser les tensions. Voilà, ça c'est la première chose. La deuxième chose, c'est tout simplement prendre les supporters au sérieux. Lorsque, avant Ajaccio-Bordeaux, 3 jours avant le match, alors que les gens ont réservé depuis des semaines leur billet de bateau, leur billet d'avion, on interdit un déplacement, c'est se moquer des gens, alors que la réunion de sécurité a été faite 3 semaines auparavant. Voilà, il y a énormément de détails qui sont importants. Ensuite, par rapport au groupe ultra, il y a des sanctions, hein, voilà, on a un arsenal de sanctions, pas besoin de légiférer, de faire de nouvelles lois, mais tout simplement, quand quelqu'un ne respecte pas la loi, il doit y avoir une sanction, mais pas besoin de sanction collective. Pourquoi? Moi, j'ai jamais compris. Lorsqu'il y a des chauffards sur une autoroute, hein, quelqu'un qui provoque un accident, on ferme pas l'autoroute et on n'empêche pas les gens de prendre leur voiture. Ben, dans un stade, c'est ça. Il y a 3 personnes qui vont faire des bêtises, on ferme une tribune de 15 000 personnes. Je veux dire, on ferait ça sur l'autoroute, tout le monde serait scandalisé. Mais non, mais moi, je suis un automobiliste totalement classique. La grande majorité des gens qui vont au stade ont un comportement irréprochable. Voilà. Après, il y a bien évidemment des excès. Ça, je suis d'accord. Mais bon, est-ce que je vais vous rappeler, vous vous souvenez ce président du PAOK Salonique qui était allé sur le terrain avec un pistolet? Voilà, on a des choses qui sont surréalistes, hein, dans le cadre du football et qui dépassent bien évidemment, ou alors on va dire, j'exagère, je parle des Balkans, mais vous vous rappelez ce match entre la Serbie et l'Albanie avec ce drone et ce drapeau de la Grande Albanie. Voilà, il y a énormément de choses sur lesquelles on pourrait revenir. Donc, je pense tout simplement considérer les ultras comme des interlocuteurs et par contre qu'il y ait un dialogue, un véritable dialogue dans les deux sens. Et après, comme je dis, il y a des sanctions, mais moi je suis pour la sanction individuelle, voilà, en Allemagne, qui est le modèle absolu. Pour moi, le véritable modèle en Europe, c'est l'Allemagne. Il y a eu à peine une dizaine d'interdictions de déplacement, et encore souvent, c'est limité à un groupe. C'est-à-dire que lors du derby Schalke 04, Borussia Dortmund, un groupe du Borussia ne pouvait pas venir. Voilà, on a en Allemagne un modèle qui fonctionne. Ce match que j'ai vu il y a quelques jours entre Fortuna Düsseldorf et le Karlsruhe SC en deuxième division, un vendredi à 18h30, 27 000 spectateurs, 2000 supporters de Karlsruhe qui se déplacent, pas d'incident, des billets à des tarifs populaires, il y a de tout. Attention, il y a de la violence en Allemagne, mais on n'en fait pas une affaire d'État. Il faut savoir qu'en Allemagne, il y a énormément de problèmes de hooliganisme. Vous allez voir un match de 3e, 4e division. Moi, j'y vais voir des matchs à Saarbrück, en Dritte Liga, ou autre part. Mais je vais vous parler de ce match que j'ai eu il y a 3 mois entre FC Saarbrück et le Dynamo Dresde, un match à haut risque. Il y avait quasiment 900 policiers, mais les supporters de Dresde pouvaient aller et venir sortir du secteur adverse, du parking, excusez-moi, du secteur adverse pour aller prendre une bière, et ça se passait très bien. Voilà, on sait qu'il y a des débordements dans ce genre, qu'il peut y avoir des débordements, on considère que ça a effectivement un coût économique,
mais de l'autre côté, on sait que ça a une importance sociale et on n'empêche pas les gens de se déplacer, on responsabilise les groupes et les gens qui ont fait des infractions sont normalement interpellés. Bah, on a bien compris notamment le principe de responsabilité individuelle et le comparatif avec l'autoroute, je trouve, est très juste quand on regarde les choses de cette manière. Sébastien, merci beaucoup pour votre présence avec nous aujourd'hui. Est-ce que vous avez des projets à venir qu'on pourrait suivre et des choses sur lesquelles vous comptez travailler dans les prochaines semaines? À vous de nous dire. Alors malheureusement, j'ai 1000 projets. Alors actuellement, je suis en Suède car depuis 2021, je travaille avec deux musées nationaux. J'ai commencé à travailler avec le musée de la Méditerranée à Stockholm pour une exposition qui s'appelle Ultra deux points football et politique en Méditerranée. Et l'idée, c'était de revenir à l'occasion des 10 ans des printemps arabes sur le rôle des ultras dans les printemps arabes. J'ai travaillé sur le cas de la Tunisie, du Maroc, de l'Algérie, et également d'Israël-Palestine. Un chercheur suédois a travaillé sur le cas de l'Égypte, un chercheur suédois a travaillé sur le cas de la Turquie, et j'ai aussi parlé de l'Italie. Donc voilà. J'en profite juste, Sébastien, c'est un très bon thème pour vous inviter du coup à écouter une de nos prochaines émissions de Sous le capot qui sera dédiée à cette thématique du rôle des ultras dans les printemps arabes dans les années 2010. Donc c'est tout à fait bien pour nous que vous en parliez comme ça et nos deux intérêts se rejoignent, Avec plaisir. J'espère que vous me l'enverrez parce que j'ai beaucoup d'intérêt pour le sujet. évidemment. Et vous pouvez voir cette exposition aujourd'hui à Göteborg. Elle est au musée des cultures du monde à Göteborg depuis juin de cette année jusqu'à janvier 2025. Donc, si vous avez l'occasion d'aller en Suède, et c'est vraiment je suis très fier de l'exposition. Donc, j'ai travaillé comme conseiller scientifique, mais également comme j'ai fait des enquêtes collectes, c'est-à-dire j'ai ramené des objets et au mois de mai, j'étais justement en Israël-Palestine pour ramener des objets, pour parler notamment du rôle éventuel des ultras de l'Apoel Tel Aviv dans la contestation contre Benjamin Netanyahou. Et j'ai été également travailler dans les territoires occupés, donc en Palestine, pour voir l'unique groupe ultra-palestinien. Donc voilà, je travaille sur le sujet, je travaille également sur l'Asie du Sud-Est. Cet été, vous avez essayé de me joindre, mais j'étais en vadrouille entre Malaisie et Indonésie pendant 6 semaines pour travailler avec les supporters radicaux sur place. Donc non, non, j'ai pas mal de projets. La seule chose que j'espère, c'est avoir un ordinateur qui fonctionne d'ici peu et un peu plus d'énergie et de temps libre. Bah, on a quand même réussi à faire cette émission et du coup j'en profite pour encore une fois vous remercier pour la qualité de votre intervention, mais aussi grâce à vous et à tous les intervenants d'11e art, on peut débattre du fond de ces questions-là qui sont souvent traitées avec beaucoup de simplicité. Sébastien, du coup, je vous remercie de vive voix une nouvelle fois. Val, merci beaucoup à fait Merci. partie de ce retour de Sous le capot. J'espère qu'on pourra tenir le rythme qu'on s'est fixé et vous proposer des émissions aussi régulièrement que possible sur la thématique du coup des tribunes, du monde des tribunes, de tout ce qui l'entoure et de ce sujet aussi vaste que complexe. À bientôt, bonne écoute à tous et à bientôt sur 11e art.